Mesdames et messieurs, bonjour fidèles téléspectateurs d'Africab Télévision. Bienvenue dans votre émission Page africaine. Page africaine qui reçoit aujourd'hui, en cette année de 2018, un écrivain pas comme les autres. Il est comédien, dramaturge. Monsieur Adama Traoré est notre invité. Monsieur Traoré, bonjour et bienvenue sur le plateau de Page africaine. Bonjour Monsieur Sissoko. Mes meilleurs voeux de bonne heureuse année à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la chaîne du continent. Et merci de votre accueil. Moriba Yassa, Yosso Yassa. Un chant légendaire, un chant fétiche, un chant qui rêvait tout simplement des souvenirs séculaires de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, précisément du Mali. Alors, c'est le déclic d'un ouvrage dont M. Adama Traoré est auteur, Le Rêve. M. Traoré, il s'agit de quel rêve? Il s'agit d'un rêve de la société traditionnelle africaine. La société traditionnelle avec l'Afrique de l'Ouest, où l'être humain était le dénominateur le plus important. Et en ce moment-là, on pouvait être catholique, protestant, musulman, et cohabiter dans la même famille. L'important, c'était l'humain. Et je rêve d'une société comme celle-là, qui aujourd'hui a tendance à ne plus être ce qu'elle était dans le temps. Alors, tout part de l'histoire, n'est-ce pas, d'une dame que vous racontez, une dame qui a eu des jumeaux, deux garçons, des jumeaux qui vont avoir quand même un parcours atypique, un parcours différents, mais qui vont finir aussi par être imbibés, n'est-ce pas, dans l'histoire des religions. J'ai dit des religions parce qu'il s'agit de l'islam et du christianisme. Comment ça s'est passé? Cette femme a eu donc des enfants, des jumeaux, et il y a eu la guerre. Elle, aussi bien que les enfants, se sont tous sauvés. Et les enfants, un a été récupéré par l'Église, qui va lui donner sa formation, son éducation, et il va devenir, il va recevoir l'appel du Christ, et il va sur cette route. Et un autre qui a été pris comme esclave, vendu, et qui va se retrouver dans les pays du Golfe, et qui va embrasser la religion musulmane. Et ces jeunes vont se retrouver à un moment donné sur leur terre d'origine. Et voilà l'histoire de cet écrit. Alors, vous essayez, à travers une magnifique tournure littéraire, vous nous amenez, n'est-ce pas, à la découverte des mots qui minent nos sociétés. Vous touchez un peu de tout, hein, vous touchez, n'est-ce pas, à la gabegie financière, à la négligence, n'est-ce pas, de l'État vis-à-vis des problèmes sociaux. Vous touchez aussi du doigt, n'est-ce pas, le chômage des jeunes. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé, ou qu'est-ce que vous essayez de transcrire à travers ces lignes? D'abord, quand un État faillit, et à un moment donné, il ne peut plus faire face à tous ses devoirs régaliens. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus dans nos sociétés, où les citoyens sont conviés à s'occuper d'eux-mêmes. L'école devient l'école communautaire, le centre de santé communautaire. Donc c'est au peuple de s'organiser et de préparer sa survie. Donc quand tout ceci arrive avec la corruption dans un système, donc rien ne fonctionne, et quand l'État faillit, à partir de ce moment-là, c'est clair que, comme ce que nous avons vécu dans notre pays il n'y a pas longtemps, on arrive à des situations comme ça où des hordes barbares sans foi ni loi arrivent et mettent sous coupe tout le monde. Et c'est ce qui est arrivé, donc c'est une projection de la société à partir de ce constat-là. C'est clair que ces activités et ces actions ne peuvent pouvoir se réaliser que quand, quelque part, on assiste à la déliquescence de l'État. Donc, c'est ce qui explique le fait que donc, ce phénomène existe dans un tel décor. Alors, vous avez une analyse
religieuse de la chose, parce que vous êtes allé jusqu'à nous parler, n'est-ce pas, de certains versets coraniques, des hadiths dans le livre, et vous avez une expression divine qui a beaucoup attiré notre attention, dont nous allons nous faire le plaisir de partager avec les téléspectateurs. Vous dites ici, chaque être humain est une particule de Dieu. Nos différents passages sur terre nous aident à nous purifier pour retourner en lui. Notre rapport avec lui n'est pas conflictuel. Contrairement à d'autres qui sont dans le défi, nous devons plutôt chercher l'harmonie. Nous devons défendre un ordre des choses pour que l'univers continue d'exister. Nous ouvrir à la discussion, au débat, mais pas à l'extermination. Dieu est amour. Cessez d'être vous-même, les enfants. Devenez moi en cherchant la connaissance. Vous devez rester et partir sans quitter votre pays. Mes filles, vos ancêtres ont toujours respecté la femme. Ils ont donné ce nom à la femme, l'arbre à homme. C'est elle qui donne la vie au mâle comme à la femelle, au roi comme à l'idiot, au savant comme à l'inculte. Ce sont vos ancêtres mâles qui, pour répondre à la salutation, répondent « grâce à ma mère ». En bas, avant notre rencontre avec les Arabes, pour attirer les faveurs de Dieu quand on recevait une bénédiction. Alors, M. Traoré, quelque part, en lisant, n'est-ce pas, ces passages, on se rend compte que vous nous invitez à nouer, n'est-ce pas, à renouer avec Dieu. Mais sans être dans la mosquée, à renouer avec Dieu, sans être dans l'église, mais en étant nous-mêmes. Alors, est-ce cette analyse est partagée, comme nous venons de le dire, avec vous? Oui, bien sûr. C'est une approche théocentrée. Théocentrée qui est différente de l'approche anthropocentrée, qui va vers l'humanisme humain. Mais théocentrée, ça veut dire que nous sommes d'abord des parcelles de Dieu. Et en étant parcelles de Dieu, on n'a plus le droit de juger les autres. Parce que Dieu dit, nous avons donné les livres à certains. Et tous ceux qui ont reçu des messages ont reçu des livres. Et il ne nous appartient pas de juger de la pratique. C'est des convictions qu'ils ont et qu'ils partagent. L'important maintenant, c'est d'avoir en chaque être humain de respecter la parcelle divine. Et en respectant cette parcelle divine, en reconnaissant l'être humain comme réceptacle de Dieu, on arrive en ce moment, ça c'était la spiritualité ancestrale que nous, en Afrique ici, nous avons connue dans ce pays qui est le Sahel. Et c'est ce qui a permis que nous avons accepté avec amour les chrétiens quand ils sont arrivés, que nous avons accepté avec amour les musulmans quand ils sont arrivés, et que vous allez trouver dans une même concession la cohabitation de toutes ces religions-là. D'abord, l'important, c'est l'être humain qui en tant que réceptacle de Dieu. Donc, cet humanisme-là n'exclut pas l'autre. C'est quand on arrive à ne plus accepter l'autre, comme dirait Amadou Ampateba, il compare la métaphore qu'il utilise, c'est la lune. La lune, en ses débuts, c'est un croissant. Ça, c'est ma part de vérité. Quand il arrive à la phase déclinante, c'est dans un autre croissant. Et la pleine lune, c'est vraiment la jonction des deux segments. Et c'est ça la plénitude. Et nous devons, en arrivant à cette quête et en acceptant que nous sommes tous des parcelles divines, nous pouvons accepter en ce moment-là le respect de l'autre. Je ne parle même pas de tolérance, mais je parle du respect de l'autre. Parce que dans la notion de tolérance, c'est beaucoup plus de supériorité quelque part. Or, le respect implique autre chose. C'est la dimension de l'altérité. Reconnaître l'autre comme étant son second moi-même. Et c'est ce qui permet d'accepter et de respecter l'autre dans sa pratique et d'accepter de vivre en commun avec lui en reconnaissant ses valeurs, en sachant simplement que la vérité, elle est toute relative.
j'ai ma vérité, il y a votre vérité, et entre la vôtre et la mienne se trouve la vérité. Alors, en faisant la jonction entre cet ouvrage, votre rêve que vous partagez avec les lecteurs, en faisant cette jonction avec ce rêve et les réalités que vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à M. Traoré en faisant cette jonction? Ou qu'est-ce que vous avez réellement envie de partager? Ce que j'ai envie de partager, c'est des valeurs de la République. C'est-à-dire que la République ne peut se vivre qu'en étant laïque. La laïcité ne veut pas dire le refus des religions. La laïcité conçue dans ce contexte comme étant un cadre dans lequel chacun doit pouvoir évoluer, encore une fois, en respectant l'autre. Et l'État, c'est aussi, comme disait l'autre, la res publica, c'est le bien commun. C'est-à-dire cette notion de se dire, celui-là, c'est un bien à moi, à toi, et qu'ensemble, si pour des raisons X ou Y, cette gestion m'est confiée, que j'arrive à gérer ce bien-là dans l'intérêt collectif, mais non pas en cherchant à soutirer le maximum, en faisant en sorte qu'il y ait des frustrations. C'est parce que, justement, dans le rapport au bien collectif, au bien commun, qu'il y a des frustrations. Et c'est parce que s'il y a ces frustrations-là qu'on arrête de croire à l'État, qu'on arrête de croire à l'égalité, qu'on arrête de croire à l'équité, qu'on arrête de croire à la justice même. Et à partir de cet instant-là, on devient comme des fauves. Voyez-vous, les fauves ne pensent pas au lendemain. C'est moi, tout de suite et maintenant. Et le lion, il a faim, il attrape une biche, il la dévore, il mange, mais il ne va pas se dire, je vais garder pour demain ou après-demain. Et une fois encore, quand le sentiment arrive, il va le faire. Et nous sommes devenus comme des fauves. Nous ne pensons pas au lendemain, nous ne pensons qu'à moi. Et en ne pensant qu'à son propre moi, on n'a pas le temps d'avoir des sentiments de respect pour l'autre. Il y a des sentiments de fraternité, de convivialité et d'entraide n'existent pas et on ne parle plus de solidarité. Alors, un manque de solidarité, n'est-ce pas, que nous vivions et que nous partageons tous maintenant, est-ce que quelque part vous mettez l'accent sur le manque, n'est-ce pas, de présence de l'État, comme dans le vrai sens des termes? Absolument. Vous allez avoir l'impression que je tourne en rond. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est très dur d'être pauvre dans ce pays-là. Quand on est pauvre, on est exclu de tous les services publics. Ça coûte plus cher aux pauvres d'avoir de l'eau. C'est obligé d'aller chercher des cantines ou aller payer des barriques. Parce que justement, il ne peut pas être dans une localité où il y a la connexion, où il peut se permettre de tourner un robinet. Donc, il va, et dans les quartiers où il est confiné, il n'y a pas le service public de l'eau. Dans ces quartiers où il est confiné, il n'y a pas l'école. L'État va lui demander en ce moment-là, à lui et à son voisin, de cotiser pour construire une classe, de cotiser pour payer les charges de l'enseignant, et cet enseignant-là aussi est aussi dans la précarité. Et donc, il rentre dans un système communautaire. Et à partir de ce moment-là, quel est son avantage? Tout ce que l'État lui réclame, c'est de pouvoir payer des impôts, c'est de pouvoir payer des taxes, et une fois qu'il va arriver comme usager dans une administration, si c'est dans un bureau, bon, l'autre qui veut avoir une vie à laquelle il aspire et dont son salaire ne lui permet pas, compte sur lui pour pouvoir avoir un supplément, pour pouvoir maintenir son standing. S'il ne vient pas dans un bureau et qu'il doit
utiliser un véhicule de transport. Les agents de l'État qui sont au bord de la route, que ce soit des policiers, que ce soit des gendarmes, que ce soit des douaniers, eux aussi, ils sont prêts à lui récupérer la part qui leur permet d'ajouter à leur salaire pour maintenir le standing. Et chacun vit au-dessus de ses moyens. Et à partir de ce moment-là, le complément, il faut le prendre ailleurs. Et c'est le pauvre qui paye. Alors, c'est le pauvre qui paye. Mais est-ce que, déjà, nous nous rendons compte, toujours à travers la lecture de votre roman, on se rend compte que les jumeaux avaient une sœurette, n'est-ce pas, et qui, à son tour, va devenir quand même quelqu'un qui va réussir beaucoup sa vie, qui va aller jusqu'à faire un voyage à l'Occident, revenir, n'est-ce pas, créer son entreprise et travailler jusqu'à souhait. Mais cette dernière aussi va être butée à des réalités, n'est-ce pas, administratives, à travers, n'est-ce pas, l'intervention du ministre pour l'interdire à exercer certains domaines, surtout communautaires. Alors, est-ce que quelque part, vous essayez de montrer aussi que dans ce brouhaha humain, social, que tout est fait aussi pour tuer les génies chez les jeunes entrepreneurs? Tout n'est pas fait pour tuer le génie chez les jeunes entrepreneurs. C'est un peu toute la problématique de notre indépendance. Voyez-vous, il y a souvent des chemins, des développeurs qui nous sont imposés. Cette fille dont vous parlez, c'est vrai, elle a réussi, elle est devenue chef d'entreprise, et à un moment donné, si vous voulez, ça peut être comme la CMDT. À un moment donné, on a vu la CMDT qui, dans beaucoup de localités, moi je viens de la région de Sikasso, je connais cette réalité, donc ils avaient à travailler sur les routes, faire niveler les routes, ils avaient à organiser, construire même des écoles, etc. Mais c'est à un moment donné, on leur dit non, vous êtes des entreprises, vous devez faire des profits. Donc ça ne vous appartient pas de travailler sur le social. Donc vous devez faire des profits. Et donc cette fille, elle a été confrontée en tant que responsable d'administration d'une entreprise de l'État, et elle a été obligée, quand les développeurs ont dit à son ministre de tutelle qu'elle leur enlevait du pain de la bouche, on lui a sommé d'arrêter de faire le social. Et comme elle n'y s'y reconnaissait plus et qu'elle avait une autre conception de l'entreprise, elle a été obligée de quitter alors ce qu'on pourrait appeler la fonction publique pour se lancer sur le marché de l'entreprise privée. Mais c'est aussi cette réalité que je décris aujourd'hui, qui sont les conditions, qui sont celles que les jeunes entrepreneurs aussi sont confrontés dans un concert de corruption généralisée, où à un moment donné, la capacité de décision ne nous appartient pas. Et on a l'impression que on a toutes les manettes, on a tous les leviers et que c'est nous qui pouvons faire. Non, il y a des fois des injonctions où on est obligé de nous arrêter et de faire des virages. Alors, vous pointez également du doigt l'arrivée, n'est-ce pas, de ces néocolonisateurs qui constituent le monde arabe à travers les ONG pour faire des interventions, n'est-ce pas, d'ordre sociaux, mais qui vont surtout, qui sont réellement des maux qu'on doit soigner dès maintenant. Alors, pourquoi avoir pointé du doigt ces ONG? Ce sont ces ONG-là qui sont dans les insuffisances de l'État. Prenez la route. Quand vous tournez, vous allez voir partout, ils ont construit des mosquées. Tu vas trouver qu'il y a une super mosquée et l'imam même n'arrive même pas à vivre, à manger 3 repas par jour. Il y a une école, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de porte, il n'y a rien du tout. Et toutes ces ONG-là qui vont chercher de l'argent à travers des institutions qui les financent, ne financent pas le développement et ne financent pas leur autonomisation. Et c'est aujourd'hui l'État déficient, c'est ces ONG-là qui sont aujourd'hui
à la place de l'État, qui remplissent les missions que l'État devait faire. Et en les remplissant, ce n'est pas innocent. Ce sont eux qui creusent des puits. Ce sont eux qui amènent l'électricité. Et ce sont eux, tous les jours, à longueur de journée, on voit des bidons d'huile, des machines. Non, donner à manger à un pauvre ne ferait pas de lui un entrepreneur. Ils seront toujours là à tendre la main, à tendre la cheville. C'est de voir comment ces ONG peuvent recourir à des services, mais en même temps, c'est qu'un État responsable doit quand même légiférer sur cet État-là et organiser, parce qu'on a vu dans d'autres pays, comme ici, c'est la porte d'entrée vers le radicalisme religieux et autres. Donc, à un moment donné, l'État doit être responsable, l'État doit prendre des décisions et légiférer dans cet espace-là qui, aujourd'hui, ne doit pas être un espace laissé à lui-même où n'importe qui vient avec son livre qu'il le donne aux élèves, n'importe qui arrive dans des villages, il donne à manger aux uns aux autres et finalement tout le monde attend que les ONG arrivent, qu'ils creusent les puits et à longueur de journée, qui a construit une classe, c'est le chef d'État, c'est la télévision, c'est tout le monde qui est mobilisé pour faire ça. En oubliant qu'aux premières heures de l'indépendance de ce pays-là, sur investissement humain de l'État et même de la population, il y a eu combien d'écoles qui ont été construites. Aujourd'hui, nous avons laissé toute l'initiative à l'assistance étrangère. Donc c'est clair que cet état de fait ne nous permet pas d'amorcer notre développement. Alors, écrivain que vous êtes, analyste que vous êtes, comédien, dramaturge que vous êtes, aujourd'hui, si on doit faire de ce texte, de cet ouvrage, une pièce de théâtre, à qui dédierez-vous, n'est-ce pas, cette pièce de théâtre? Ben, je la dédierai à la femme. Parce que comme nous avons commencé par parler, je disais que c'est dans notre conception de notre société, nous avons beaucoup de respect pour la femme. Aujourd'hui, c'est dommage qu'avec des philosophies étrangères à notre conception de la vie, nous arrivons et aussi ils nous ont empoisonnés, ils nous ont amené d'autres conceptions et on nous reproche aujourd'hui d'être des gens qui ne soient pas respectueux de la femme. Or, notre vision traditionnelle, comme je le disais, c'est l'arbre à homme, c'est la femme, c'est le respect pour la femme. C'est pourquoi quand on salue les hommes, ils disent Mba à ma mère. Quand on leur fait des bénédictions, ils disent Mbarin à mes oncles qui ont su donner l'éducation à ma mère pour que moi je puisse recevoir cette éducation avec des valeurs d'humanité et d'humanitude. Donc, si je dois faire une adaptation, les personnages positifs en ce moment, dans ce roman-là, c'est la mère, je ne sais pas pour rien que je l'appelle Waraba, ça veut dire la lionne, celle qui quand même défend ses progénitures, celle qui se sacrifie, et je l'appelle, c'est une femme scorpion, et on sait aussi que le scorpion, c'est aussi toutes ces femmes-là qui aujourd'hui encore meurent dans l'accouchement, toutes ces femmes qui sont fistuleuses, toutes ces femmes-là qui ont connu des mariages précoces, etc., etc. Mais c'est aussi ces femmes-là qui sont dans l'économie solidaire, qui sont là pour soutenir les hommes, qui sont là où les États ont failli, dans ces banlieues-là qui se lève la première et qui se couche la dernière parce qu'elles ont des corvées d'eau, etc., etc. C'est, pour moi, c'est ce personnage-là que je pense qu'il faudrait saluer. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, à la boucle de cette émission, mais avant d'aller vers hors caméra, je m'en vais vous demander, en tant que président de la compagnie ou directeur général de la compagnie Acte 7, de regarder droit dans votre caméra et de dire quelque chose sur cette compagnie, de ce que vous faites et de qui vous êtes. Acte 7, nos valeurs, c'est d'abord la solidarité. Nous avons comme un seul doigt ne ramasse pas le caillou. Nous avons comme valeur l'autonomisation. C'est pourquoi nous disons que quand les autres te lavent le dos, débrouille-toi, tu laves le ventre. Nous avons aussi la solidarité. C'est pourquoi nous disons que
on ne se développe pas seul, on se développe avec les autres. Et c'est aussi l'inclusion. Donc, c'est l'inclusion pour nous, ça veut dire aussi coopérer, c'est agir à deux. Donc, ça, ce sont des valeurs de notre association. Et ces valeurs-là nous permettent aujourd'hui de tenir le cap et de travailler à faire en sorte que la valeur culturelle que nous avons puisse nous aider à construire le vivre ensemble, qui est le rêve. Les perspectives? Les perspectives, c'est la prochaine édition du Festival du Théâtre des Réalités qui aura lieu au mois de décembre à Sikasso, du 17 au 23. Donc nous avons cet événement phare tous les 2 ans. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africab Télévision, on était avec notre invité, M. Traoré Adamon. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui auquel on parlait aujourd'hui, Le Rêve. Alors, avec lui, il a été question de la femme, il a été question des enfants, il a été question surtout de la faillite des États. Alors, chers téléspectateurs, au plaisir de vous rencontrer pour une autre émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.